Alors Sophie, tu es à moitié canadienne, suisse, française. Ça te donne quoi comme accent? Ah, c'est à toi de me le dire. Alors en France, on me dit que j'ai l'accent suisse. En Suisse, j'ai l'accent français. À Montréal, je dis pas que je suis canadienne parce que j'ai pas du tout l'accent québécois. T'as les trois passeports. Mais j'ai les trois passeports, oui. Mais l'origine de la famille est française. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageurs. Et celle qui parle devant le micro, c'est l'alpiniste Sophie Lavaux. Et je suis très contente de la rencontrer au Festival du film et du livre d'aventure de La Rochelle. C'était en novembre 2024. Car mine de rien, elle a réussi un exploit. C'est la première femme, suisse, française et canadienne, à avoir gravi les 14 plus hauts sommets de la planète. Elle va nous raconter comment elle a réussi là où des plus fortiches qu'elle ont échoué. Tu peux retrouver cet entretien avec Sophie Lavaux dans AR69, actuellement en vente, avec la couve sur l'Alberta en hiver. Et c'est où l'Alberta? À l'ouest du Canada. Sophie Lavaux est donc une championne et cette année, c'est son année. Un livre est sorti, Les 14 8000 avec François Damilano chez Glénat et un film, Le Dernier Sommet, qui raconte l'ascension du Nanga Parbat en 2023. C'est celui-là qui lui a permis de gagner le Grand Chelem. Alors on va prendre un peu de hauteur avec elle, mais pour commencer, je remarque à son poignet une ribambelle de bracelets, les mêmes que j'avais vus sur elle dans le film alors qu'elle grimpait les montagnes. Alors ils ont tous une histoire. Les bracelets, c'est les 14 8000 en fait. Il y en a 14 et en fait, avant chaque expédition, j'achetais un des petits bracelets sur place. Et quand j'ai réussi l'expédition, je le garde. Et si j'échoue, je l'ai donné à une copine. Donc voilà. Ah oui, donc ils viennent de quel village alors? Pakistan, c'est soit Skardou, soit même Islamabad. Là, le dernier, le Shishapangma, c'est à Kerong, quand on est arrivé à passer la douane chinoise, printemps 2023. Katmandou, là c'est blanc parce que c'est Dhaulagiri, c'est White Mountain. Donc voilà, ils ont tous chacun une petite histoire. En 2 mots, est-ce que tu peux te décrire quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sophie Lavaux, qu'est-ce que tu dis? Je dis que Sophie Lavaux, elle est alpiniste et plus particulièrement himalayiste. Et puis voilà, puis j'ai réussi donc l'année dernière à boucler ce grand rêve, ce grand challenge des 14 8000. Je préfère le terme d'himalayiste et conférencière parce que je fais aussi beaucoup de conférences. Alors moi je suis hyper impressionnée quand même d'être là face à toi, ici à La Rochelle. Effectivement, tu es la première femme et personne tout court, en tout cas française, canadienne, suisse, à avoir réussi cet exploit des 14 8000, alors qu'il y avait des alpinistes plus chevronnés que toi, mais ils ont échoué et toi tu as gagné. Pourquoi? Et en tout cas je suis hyper impressionnée, merci beaucoup. J'ai pas l'explication. Pourquoi moi et pas les autres? Il y a peut-être une distinction qui qualifie quand même tout ce grand parcours, c'est que j'ai pas gravi ces sommets dans le but de décrocher un record. Je suis pas en quête de performance ou de challenge, et ça a été vraiment une quête personnelle. Sachant que quand je me suis mise cette idée en tête, au fond de moi, je me sentais pas capable en fait. Et donc c'est vraiment petit à petit, à force de beaucoup de travail, d'implication finalement, où à un moment je me suis dit, si je veux peut-être imaginer de réussir, il faut s'y consacrer à plein temps. Ça implique de démissionner du dernier job que j'avais, etc. Donc c'est toute une mise en situation avec cette quête finalement, donc toujours très très personnelle, qui fait que peut-être ça permet de renoncer plus facilement et puis de rester en vie. Alors
Alors c'est vrai que tu viens pas du tout du Sérail. Tu peux nous raconter un peu ton parcours? Alors je viens pas du Sérail évidemment, mais finalement j'ai quand même baigné dans la montagne jeune, dans le sens où on avait un appartement dans la vallée de Chamonix quand on était enfant, donc j'ai fait du ski très jeune. J'étais au pied de ces grandes montagnes des Alpes très tôt, et c'est vrai qu'on avait un petit rituel dans la famille. On avait chacun notre montagne dans la chaîne du Mont Blanc, et tous les soirs quand on devait dire bonne nuit à notre montagne, la mienne c'était l'Aiguille Verte. Et donc je me suis toujours dit que je ferais quand j'ai commencé vraiment à grimper et à faire de l'alpinisme, que je gravirais les montagnes des Lavaux, et il me manque encore les Drues. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'alpiniste dans la famille, donc j'ai été initiée finalement assez tard par des amis. 22 ascensions en 11 ans pour faire cette belle collection. Donc en tout, tu as passé combien de temps à plus de 5000 mètres là? C'est effectivement 22 expéditions pour réussir les 14, et j'ai fait ce petit calcul où j'ai passé plus de 3 ans sous tente au-dessus de 5000 mètres. Voilà, avis aux amateurs. C'est vrai que c'est un milieu d'hommes en plus. Comment toi tu as réussi en tant que femme au milieu de ce milieu d'hommes? C'est ce que je dis souvent en conférence, c'est que c'est un peu comme la hiérarchie dans les entreprises. Plus on monte en altitude et moins il y a de femmes. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Il y a une tendance là sur ces dernières années où on voit quand même de plus en plus de femmes. Donc c'est bien. C'est bien, et notamment sur cette expédition au Nanga Parbat. Donc le 14e, l'année dernière, c'est la première fois où il y avait 2 jeunes femmes pakistanaises qui tentaient l'ascension. Donc c'est que les codes commencent à bouger un petit peu. Comme je suis un peu de tempérament quand même optimiste, j'espère que ça va dans le bon sens. Il y a un débat aussi aujourd'hui autour de ce tourisme d'altitude. Enfin, on le voit sur le camp de base, il y a vraiment beaucoup de monde. On voit les petits hommes sur le long des sentiers, ça attire beaucoup de gens. Tu en penses quoi, toi, de tout ça? D'abord, j'aime pas le terme de tourisme d'altitude, parce qu'on sait pas du tourisme du tout. Je pense que si on n'est pas bien préparé, ou même si on met l'argent suffisant sur la table, c'est pas ce qui va faire qu'on va arriver au sommet. C'est un environnement hostile, donc il faut pas l'oublier. Il faut vraiment distinguer l'Everest du reste des montagnes et de l'Himalaya. L'Everest, effectivement, il y a des problèmes de surfréquentation, il y a aussi des problèmes un peu comme au Mont Blanc, qui sont des sommets qui sont très convoités. Il y a quand même 600 personnes qui ont gravi l'Everest en 2024, enfin, dans la période où c'est possible. Alors, il y a 20 000 personnes qui tentent l'ascension du Mont Blanc par année, alors qu'il y a 500 prétendants au sommet de l'Everest par année. Donc, il faut un tout petit peu relativiser les chiffres. Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Je sais pas si je vais y arriver. Et qu'est-ce que tu en penses? Là, il y avait Inoxtag qui a mis 1 an pour gravir l'Everest. Il fait partie de la famille ou pas? Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi l'exclure? Je pense qu'Inoxtag, il a fait ce qu'il faut, il s'est entraîné, il a dédié 1 année complète à son entraînement, il est arrivé au camp de base vraisemblablement, enfin pas vraisemblablement, certainement bien plus préparé et entraîné que bon nombre de prétendants au sommet de l'Everest. Et c'est pas parce qu'il est youtubeur qu'il n'aurait pas droit à son rêve d'Everest. Pourquoi pas? Dès l'instant où il fait les choses correctement. Alors c'est vrai que c'est un vrai phénomène de société. J'étais au Grand Rex le jour de la première du film. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Le film fonctionne. Il y a des images de dingue, il y a des gros moyens. C'est un communicant, c'est son métier. Paris réussit. 1 pas, 2, 1 pas, 2. Allez, on garde le rythme, on y va. 1, 2. J'ai choisi 6 sommets sur les 14 et j'aimerais bien que tu me donnes à chaque fois un souvenir fort
quelque chose d'assez court, quelque chose qui te vient tout de suite en tête quand je vais évoquer ces sommets. Bon, on va commencer par l'Everest. Everest, émotion de dingue. Toit du monde, point culminant de la planète, ça reste un moment vraiment très très fort. Ouais. Et le truc incroyable, c'est que tu es toute seule, parce qu'il y a du monde normalement sur l'Everest, et là tu es toute seule sur l'Everest. Oui, alors c'est paradoxal comme situation du fait de l'accident qu'il y a en 2014 sur la face sud, donc sur le versant népalais, alors que nous, avec François de Milano, on était sur le versant nord, côté tibétain, parce qu'il y a une énorme chute de sérac qui a enseveli 16 Sherpas, et le gouvernement népalais décide de fermer la montagne. Et donc quand on arrive au sommet de l'Everest, on est face à une pente vierge, il n'y a personne en face. C'est un sentiment très très étonnant. On a un côté un petit peu privilégié de se sentir comme ça seul au sommet du toit du monde, et avec un petit arrière-goût quand même très très amer du fait de la gravité de cet accident. Et on est sur le toit du monde, c'est un truc de dingue. Le K2. Le K2, c'est le Graal. Dans la quête des 8000, de par l'histoire, de par tout ce qu'on sait sur cette montagne, parce qu'elle cumule quand même tous les superlatifs. Pour moi, c'est la plus dure, c'est la plus engagée, c'est la plus dangereuse. Enfin, c'est très 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 haut. Hein. C'est 8611 mètres, donc c'est une étape. C'est vraiment une étape importante. Bon, ça a été un super beau sommet, quoi. J'ai rarement eu autant d'émotions. Putain, j'étais au sommet du K2, un bordel. Et il y avait cette poupée de chiffon rouge. Ce que j'ai appelé cette poupée de chiffon, en fait, c'est un accident tragique de la chute d'un des alpinistes qui était dans une petite expédition canadienne, qui a chuté. Je dis toujours, il n'y a pas de joker sur le K2. Donc une faute est forcément fatale. Et j'ai cette image de ce corps qui tombe et qui déboule, qui ressemble effectivement à une poupée de chiffon. Et ça reste un souvenir très difficile à accepter quand même, de savoir qu'on perd un compagnon. Mais c'est l'image que j'en ai. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le prononcer. Le Kangchenjunga. Kangchenjunga, c'est effectivement c'est le 3e sommet le plus haut de la Terre. Hein. Après, c'est un nom qu'on ne connaît pas, mais on connaît l'Everest, on connaît le K2 et le 3e. Donc c'est une montagne qui est très très haute et difficile. Donc le Kangchenjunga au Népal. Donc c'est un sommet où je suis retournée 3 fois. La 2e fois, j'ai fait demi-tour 130 mètres sous le sommet. C'est le sommet du renoncement. Oh, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment l'école du renoncement. Et c'est un apprentissage intéressant. Et je pense que d'avoir fait demi-tour ce jour-là m'a clairement sauvé la vie. Le contexte était un peu difficile. Tout le monde avait fait demi-tour. On était plus que 3 sur cette partie sommitale. Le Sherpa avec qui je travaillais, qui n'était pas Dawa Sangye Sherpa à ce moment-là, avait plus d'oxygène, donc on était déjà à 8004, donc il fallait absolument qu'il fasse demi-tour. On est en hypoxie totale, donc on ne comprend pas vraiment, on a l'impression qu'on se comprend, mais on ne se comprend pas. Et les 2 compagnons avec qui j'étais sont partis sur le sommet sans m'attendre parce que je voulais récupérer un piolet et un bout de corde. Enfin bref, il y a tout un concours de circonstances qui fait que je savais que si je continuais, j'allais à la descente me retrouver seule. J'ai pas osé sur la montagne et j'ai pas osé prendre ce risque parce que à ces altitudes, il arrive quoi que ce soit, même une entorse ou quelque chose, on meurt tout simplement. Donc C'est dangereux, c'est putain de dangereux d'aller là-haut. It's moving. Le Makalu. Makalu, c'est le tremblement de terre de 2015. C'est en fait l'année où
petit à petit, je me dis que je veux démarrer ce grand projet et boum, on arrive sur le camp de base, on est en train de faire un portage sur le camp 1 quand le tremblement de terre a lieu. Pour moi, c'était évident qu'il fallait interrompre l'expédition, ne serait-ce que pour les Sherpas qui étaient avec nous, qui étaient inquiets, parce qu'il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus rien. Enfin, le pays était un peu paralysé, c'était très particulier. Et donc, j'y suis retournée l'année d'après et j'ai réussi en 2016. J'ai mis le Manaslu aussi dans ma liste. J'aime bien cette histoire parce que tu as dû monter 2 fois. Tu n'avais pas fait le bon sommet la première fois. Oui, alors le Manaslu, l'Annapurna, le Dhaulagiri sont des montagnes où il y a eu une grosse enquête de fait réidentifier vraiment le point culminant des montagnes. Alors ça paraît un peu bête comme ça quand on comprend pas, enfin quand on n'a jamais été en Himalaya. Ce qu'il faut comprendre c'est que une montagne en Himalaya correspond à un massif pratiquement dans les Alpes, et donc sur certains sommets, c'est pas du tout évident d'identifier vraiment, de localiser le vrai sommet. Et avec les années, en fait, s'est instauré ce qui a été appelé finalement un petit peu une zone de tolérance. C'est-à-dire qu'autour du sommet principal, si on atteignait l'antécime, c'était accepté. Ils nous donnaient le certificat. Et puis finalement, enfin, les gouvernements népalais notamment, et finalement, cette enquête a permis de remettre un peu l'église au milieu du village et de dire, en fait, non, sur une montagne, il n'y a qu'un sommet, il n'y a qu'un point culminant, et si on ne l'atteint pas, on n'a pas été au sommet. Et de bonne foi, moi, en 2017, quand j'ai été sur le Manaslu, j'étais convaincue d'être allée au sommet, et en fait, j'étais à l'antécime. Et il a fallu remettre ça alors. Ouais, alors c'est un choix. J'aurais pu dire non. De toute façon, j'ai eu un certificat de sommet en 2017, mais je trouvais intéressant d'aller. J'étais curieuse de voir l'erreur que j'avais faite, et parce que je n'avais pas du tout vu en fait qu'il y avait un point qui était plus haut. Et en fait, quand on est sur cette antécime, la différence d'altitude avec le sommet principal est tellement faible qu'on ne voit pas. Et en fait, il faut juste redescendre, faire une petite traversée et aller au point culminant. Et c'est pour ça que le titre, dans le livre, j'ai appelé ça « Tout ça pour ça », parce que ça m'a pris 20 minutes, en fait, pour aller de l'antécime au point culminant. C'est vrai, il n'y a qu'un sommet, donc on va aller au bon sommet. Et le dernier sommet sur lequel j'avais envie de t'entendre parler, c'est le Dhaulagiri, parce que tu as emmené ta mère. Ouais, alors le Dhaulagiri, c'est vrai qu'il y a c'est une montagne un peu particulière dans mon cœur. Et c'est vrai qu'en 2019, j'interromps l'expédition parce que maman était malade. Elle était atteinte d'Alzheimer et elle était en phase terminale de sa maladie. C'est la seule expédition où vraiment je suis montée dans l'avion, où j'étais pas sereine. Et c'est un deal que j'ai fait avec mon frère, où je lui ai dit... T'hésites pas, s'il y a quoi que ce soit, tu me dis. Et donc, ça a été un petit peu une course contre la montre pour rentrer à temps. Et en fait, je lui ai promis que je l'emmènerais au sommet du Dhaulagiri. Et en 2021, donc après, il y a eu l'année 2020 où tout s'est arrêté. 2021, au printemps, toute l'expédition se passe bien, etc. Sauf que finalement, il y a des alpinistes qui sont arrivés en cours de saison et qui transportaient un petit virus qui s'appelle le Covid. Et donc, tout le monde a été malade. On a dû encore interrompre l'expédition. Et c'est qu'à l'automne 2021, où on a atteint le sommet, et j'avais une petite pochette avec les cendres de maman que j'ai tenu ma promesse et je l'ai emmenée là-haut. Pourquoi monter si haut alors, aussi souvent, alors que c'est pas fait pour les hommes ni les femmes? Ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas survivre à 8000 mètres, mais il n'y a pas que atteindre le sommet
qui m'intéresse. C'est le monde de l'expédition en général. C'est cet éloge du temps long. C'est les marches d'approche. Après, on est au camp de base, la vie au camp de base, la stratégie d'ascension, la phase d'acclimatation, évidemment l'effort qu'il faut fournir pour grimper. Il y a que là où on peut avoir cette immersion complète pendant plusieurs semaines. J'adore grimper dans les Alpes, mais on fait un 4000 dans les Alpes, 2 jours après, on est de nouveau sous sa couette à la maison. Et finalement, c'est ça que j'aime. Tu peux nous décrire ce monde de l'hypoxie ? Le fait d'aller aussi haut, justement, on ne peut pas y aller comme ça du jour au lendemain. On ne peut pas arriver au camp de base et puis entamer l'ascension et monter au sommet. Donc, c'est la particularité de la très haute altitude. Il y a ces temps d'attente, ces temps de récupération, on est tributaire de la météo. Et l'hypoxie met dans un état second, dangereux. Mais c'est la combinaison de tout ça qui est propre au monde vraiment de l'expédition que moi j'aime. Mais c'est un marqueur d'excellence, de gravir des 8000 quand on est dans le monde de l'alpinisme. C'est vraiment une aristocratie. Tu appartiens à une aristocratie. Je ne sais pas à quoi j'appartiens, mais l'Himalaya, c'est tellement grand. François le dit, tout est trop en Himalaya. C'est trop grand, c'est trop haut, c'est trop dangereux, c'est trop loin, c'est tellement beau aussi. Enfin, il y a peut-être une sorte d'aristocratie de l'altitude, et puis aussi les prolos de l'altitude. Et ça, on le voit bien dans le film, tu le décris bien aussi dans le livre, ou quoi. Il y a tous ceux qui t'entourent, tous ces Sherpas, sans qui l'aventure n'est pas possible. Et ça, tu l'expliques bien. Et c'est pour ça qu'en conférence, moi, je parle très souvent de followership plutôt que de leadership, ou d'éloge du savoir-suivre. Même si, évidemment, je prends beaucoup de décisions, mais je repars toujours du principe que seul en Himalaya, je vais aller nulle part. Et donc, c'est la complémentarité des compétences de tous les gens qui m'entourent qui vont faire qu'ensemble, on va aller au sommet. Il y a des personnages clés dont on parle très peu, mais ne serait-ce que notre cuisinier. Le cuisinier du camp de base, s'il ne fait pas bien à manger, et si on tombe tous malades, il n'y a personne qui va aller au sommet. Donc c'est un maillon clé de la réussite de l'ascension. Jan Gizendaner, par exemple, qui est mon météorologue, qui est à Chamonix, qui m'envoie les bulletins météo. C'est lui, finalement, le patron. C'est lui qui me donne le go, qui va dire bah oui, vas-y, ou n'y va pas. Alors évidemment, on va parler de Dawa Sangay. Dawa Sangay Sherpa, j'ai fait donc 12 expéditions avec lui. On a réussi 7 sommets, donc il partie intégrante de la réussite. Il y a plus de la moitié qu'on a réussi ensemble. Donc, Et vous avez une relation quand même qui est très complice. Enfin, je le vois dans le film, en tout cas, de François Damilano. On dirait qu'il est presque au petit soin pour toi. Enfin, il a quelque chose d'hyper émouvant. Oui. Alors Sangay a une particularité par rapport à certains Sherpas. Je ne dis pas qu'il est le seul, bien entendu, mais il aime l'alpinisme. Et là, d'ailleurs, il est en ce moment en train de passer son diplôme de guide de haute montagne international. Donc, ça va au-delà du job. Mais c'est qui pour toi ? Sangay, c'est mon compagnon d'altitude, c'est quelqu'un qui est devenu proche forcément. Puis on a d'autres projets ensemble. Il fait vraiment partie intégrante de la réussite de ce grand challenge. Qu'est-ce que tu faisais avant il y a 10 ans ? J'ai une carrière en entreprise finalement assez classique. J'ai commencé dans l'hôtellerie en tant que réceptionniste. Après, j'ai passé chef de réception. Après, j'ai passé directeur vente marketing des palaces à Genève. Donc, c'est vrai qu'il y a une autre vie où j'ai troqué les talons par les crampons. Et j'ai dirigé une société avec mon frère dans le secteur de la finance. Et notre business model s'est écroulé avec la crise économique de 2008. Alors, je faisais déjà de la montagne à l'époque, en parallèle, en loisir. Et finalement, c'est la crise économique qui fait qu'on ferme l'entreprise.
et qui me donne du temps pour partir sur ma première expédition. Donc je dis merci la crise économique. Merci à Sophie Lavaux pour cet entretien, alors qu'elle avait une petite voix et une mauvaise toux à l'entrée de l'hiver. On est plein d'admiration pour tout ce qu'elle fait. On retrouve l'entretien dans le numéro 69 de AR Magazine, actuellement en vente, avec la couve sur le Canada. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et on est aussi bien sûr sur Spotify ou Deezer. À bientôt pour de nouvelles aventures.